Donc nous continuons ce parcours sur cette question de voilà, comment la chimie, la physico-chimie et la biologie peuvent faire des choses ensemble, et notamment dans le domaine de l'énergie. Et la dernière fois, j'ai parlé d'électrodes microbiennes, d'une certaine façon. Alain Bergel était venu nous raconter ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, aussi bien dans ce que je vais raconter, qui va être très focalisé sur la décomposition de l'eau avec des enzymes, Elisabeth Lojoux, qui est donc directrice de recherche au CNRS dans un laboratoire à Marseille, vous avez le nom du laboratoire ici, qui est bien plus spécialiste que moi sur ces questions d'électrodes avec des enzymes, donc va nous faire un tour d'horizon de ces questions. Alors je vous montre deux dias que vous avez déjà vus la semaine dernière. À nouveau, la question qui nous occupe, enfin nous au laboratoire, mais partout dans le monde, c'est comment profiter de cette quantité massive de soleil, d'énergie solaire, qui est évidemment massive à la surface de la Terre et qui a tout un tas d'inconvénients. S'il n'y en avait pas, évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a longtemps qu'on aurait fonctionné avec du soleil et pas des carburants fossiles ou du nucléaire. Donc il y a toujours beaucoup de problèmes. Et un des problèmes, c'est le stockage, je l'ai dit, et donc je vais évoquer, j'ai déjà montré cette figure, où effectivement, à nouveau, une des questions, c'est comment on peut stocker l'énergie solaire lorsqu'elle est en très gros excès par rapport à ce que nous consommons, pour pouvoir l'utiliser dans un second temps, dans les périodes où nuit ou mauvais temps, le soleil est insuffisant pour assurer la production énergétique. Et donc, en gros, hein, c'est très simplifié, mais en gros, le stockage, ça peut être ça, à la fois du stockage, enfin c'est la biomasse, le stockage électrochimique, les batteries, et donc là, je suis en train de parler de cela, le stockage chimique. Alors, le stockage chimique, la dernière fois, j'ai presque exclusivement, je crois d'ailleurs, j'ai exclusivement parlé d'un stockage chimique qui se traduisait par une transformation du CO2 en molécules denses en énergie, toutes sortes de molécules, et en particulier parce que, en effet, c'est ainsi que les microbes tirent leur carbone, soit les microbes qui poussent sur CO2, soit les microbes photosynthétiques, et donc qui sont capables de fixer le CO2 et puis de le transformer. Là, je vais parler d'une autre forme de stockage qui est considérée comme étant une stratégie importante, qui est, et j'ai montré un diagramme qui était pratiquement le même la semaine dernière, sauf que là, c'est en bas de l'eau et pas du CO2, et en haut, c'est de l'hydrogène et pas des hydrocarbures ou de la biomasse ou ce que vous voulez. De sorte qu'à nouveau, ce schéma très simplifié vous traduit ce que c'est que le stockage. Vous avez une molécule qui est très stable, qui n'est pas un carburant. Si vous transformez cette molécule, la molécule d'eau, en molécule d'hydrogène, donc en décomposant l'eau en hydrogène et en oxygène, ici je ne montre pas l'oxygène, mais évidemment il y a un atome d'oxygène, donc l'autre produit de la réaction c'est de l'oxygène. Si vous transformez cette molécule d'eau en molécule d'hydrogène, eh bien vous avez ici de l'énergie stockée. Alors évidemment, d'où elle vient? Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on essaye de la faire venir de l'énergie solaire. Donc l'énergie qui est présente dans la liaison hydrogène-hydrogène est une énergie chimique qui vient de l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qui est stockée dans cette molécule d'hydrogène. Alors évidemment, comme d'habitude, tout ça n'a de sens que si cette énergie stockée, cette énergie chimique stockée,
peut être redonné d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, c'est le cas. Tout le monde sait aujourd'hui que l'hydrogène, c'est un carburant, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser dans des moteurs, on peut l'utiliser dans des piles, et effectivement, c'est la réaction d'oxydation de cet hydrogène qui redonne de l'eau. Et là, on a un cercle vertueux, un cycle vertueux, sur lequel voilà, beaucoup de gens travaillent. Alors, c'est très compliqué pour tout un tas de raisons, j'en évoquerai certaines, mais c'est très compliqué parce qu'en dépit du fait que H2O donne de l'hydrogène et de l'oxygène et réaction inverse sur un papier, ça s'écrit très très facilement. En réalité, ce sont des réactions qui sont très complexes sur le plan des mécanismes, sur le plan de le fait qu'elles sont multi-électroniques, multiprotoniques, donc il faut des catalyseurs. Et puis, voilà. Et puis l'autre problème qui est majeur, c'est qu'effectivement, la molécule d'eau n'absorbe pas les photons solaires, donc ce n'est pas uniquement en éclairant de l'eau que vous allez avoir de l'hydrogène. Enfin, je vous avais déjà essayé peut-être de faire cette manip, mais ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est le principe. Le problème du catalyseur, je l'ai déjà montré dans le passé, c'est que maintenant, si on traduit de point de vue technologique ce cycle dont je viens de parler, on peut le traduire de cette façon-là. Vous avez de l'eau, vous avez de l'énergie, alors de préférence de l'énergie soit renouvelable, soit de l'énergie de l'électricité en excès des centrales nucléaires, enfin, voilà. Et vous avez des dispositifs de type électrolyseur ou photoélectrolyseur qui convertissent cette molécule d'eau en hydrogène. Et donc, il y a tout un enjeu à développer des électrolyseurs. C'est une technologie qui existe, hein, on n'invente rien là, je le dis souvent. Quand je montre ce cycle-là, je dis souvent qu'il n'y a pas grand-chose à inventer au niveau des dispositifs. Par contre, évidemment, ce sont des dispositifs qui coûtent cher, qui ne sont pas toujours totalement efficaces, et donc il faut répondre à tout un tas d'améliorations nécessaires pour développer ces technologies. Enfin, ce fameux monde à hydrogène dont certains parlent. Et une fois que vous avez de l'hydrogène, vous avez un carburant et vous récupérez l'énergie. Vous voyez, la réaction d'oxydation de l'hydrogène, c'est 570 kJ par mol, c'est une très grosse quantité d'énergie. Et le seul produit de la réaction, de cette combustion d'un carburant, c'est de l'eau. Et donc, vous comprenez bien que c'est évidemment un carburant qui est tout à fait intéressant. Et là, vous avez des dispositifs de type pile à combustible. Et donc, vous avez un cercle merveilleux, un cycle merveilleux. Et donc, un des problèmes, et c'est ce que j'indique ici, le problème de la catalyse, c'est qu'en effet, la plupart de ces dispositifs fonctionnent avec des métaux nobles. Je cite le platine ici, mais je pourrais évoquer d'autres métaux. Et donc, un des enjeux en recherche technologique dans ce domaine, c'est diminuer au maximum la quantité de platine, alors avec des stratégies d'élaboration des matériaux, des surfaces, enfin, dont je ne veux pas parler aujourd'hui, mais on peut essayer de diminuer au maximum la quantité de platine dans ces dispositifs-là. Ou alors, évidemment, c'est de chercher des métaux qui sont beaucoup plus abondants, plus stables, plus abondants, moins chers, et on les retrouve, si vous voulez, dans la première famille des éléments de transition, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre également. Voilà, et c'est ça qui va conduire à chercher des solutions dans le vivant, et je vais vous en parler. Avant de parler des enzymes, juste un survol très très rapide de ce qui est fait sur le plan de la chimie. Alors, je suis évidemment assez content de montrer ce travail qu'on a développé avec Vincent Artero à Grenoble depuis la fin des années 2000. J'avais, dans d'autres cours plus anciens, il y a plusieurs années,
parler de ce catalyseur, qui est un catalyseur bio-inspiré. Ce sont des complexes de nickel qui sont fixés sur des nanotubes de carbone. Et en 2015, donc, on a publié une petite pile, vous voyez, qui a ici, pour l'oxydation de l'hydrogène, ce catalyseur. Et Bruno Jousselm à Saclay travaille sur des systèmes à base de cobalt et d'oxyde de cobalt qui sont déposés sur des polymères N hétérocycliques azotés. Voilà. Et donc, vous voyez ici, c'est une pile qui n'a pas des performances exceptionnelles, mais c'est une des toutes premières, si ce non la première pile dans laquelle il n'y a pas un seul atome métallique. Et vous voyez, on est en 2015. Hein. Donc, cette question de faire des piles avec des matériaux non nobles, ça reste quelque chose qui est un véritable défi et qui doit être développé. Là, je cite un travail de Vincent Artero, plus récent, et de Yuan, qui est d'ailleurs dans cette pièce, qui a été publié il y a quelques semaines, en 2016. Et ça peut montrer un peu le temps qu'il faut. Quand on a travaillé avec Vincent sur ces complexes-là, on a dû démarrer au milieu des années 2000. Vous voyez, en 2016, il publie un travail où, avec le même complexe, mais en optimisant la nanostructuration de la surface, vous voyez ici, ce sont CNT, c'est carbone nanotubes, donc ce sont toujours des complexes de nickel qui sont fixés sur des nanotubes de carbone. Simplement, il y a une structuration, donc c'est indiqué ici, tridimensionnelle de l'électrode, notamment avec l'utilisation de microfibres de carbone. Et alors que en 2009, dans le papier Science qu'on avait publié avec ce catalyseur, on avait pratiquement un facteur 100, on avait la même absence de surtension. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Il n'y a pratiquement pas de surtension sur ces électrodes, donc on ne perd pas du tout d'énergie. Eh bien, alors qu'on avait une densité de courant qui était 100 fois plus faible, dans le papier Science 2009, aujourd'hui, Vincent Artero et le travail de Yuan, si vous comparez le complexe de... Donc le platine était encore incomparable au point de vue de l'activité catalytique. Vous voyez que dans ce travail-là, pour des quantités plus faibles de nickel, vous voyez, il y a 2,5, 10-8 moles de nickel par centimètre carré, et on compare une même pile avec du platine à 10-7, 2,5, 10-7 moles de platine par centimètre carré. Quand vous comparez les densités de courant, à 25 degrés, le platine est encore supérieur, mais c'est un facteur, ce n'est plus qu'un facteur 2 ou 3. Et quand vous êtes à 85 degrés, vous voyez, c'est pratiquement comparable. Donc c'est un véritable succès, mais là encore, vous voyez, c'est 10 ans, au moins 10 ans, et si on regarde l'histoire avant de les greffer sur des surfaces de ce complexe de nickel, par les chimistes inorganiciens, on peut rajouter 5 ou 10 ans, donc vous voyez, c'est une vingtaine d'années pour trouver un catalyseur qui remplace le platine. Espérons que ce type de matériau intéressera les industriels et qu'à côté d'une démarche qui est continue de diminution des quantités de platine, des catalyseurs comme ça, qui ont d'autres avantages, en particulier un catalyseur comme ça n'est pas du tout sensible au monoxyde de carbone, qui est un poison des catalyseurs, alors que le platine est évidemment inactivé par le monoxyde de carbone. Voilà. Alors, ça c'est des piles ou des électrolyseurs, et revenons au Soleil. Et donc, voilà.
une façon simple de coupler le soleil avec de la production de carburant, c'est faire quelque chose comme ça. Je dis simple parce que là aussi, ce sont des technologies qui sont connues, qu'il faut améliorer, mais enfin, certaines sont sur le marché, enfin toutes sont sur le marché d'ailleurs. C'est simplement d'abord de transformer l'énergie solaire en électricité, et non pas faire comme les systèmes vivants dont j'ai parlé la semaine dernière qui convertissent l'énergie solaire à travers un système photosynthétique très complexe, l'énergie solaire en biomasse, en carburant. Et puis cette électricité est envoyée dans un électrolyseur, vous voyez ici, donc le courant est envoyé dans une anode et une cathode, et cette énergie électrique permet la décomposition de l'eau en hydrogène et de l'eau en oxygène à l'autre électrode. Là, évidemment, ce ne sont pas n'importe quelle électrode, ce sont des électrodes, évidemment, il faut que ça conduise les électrons, et il faut des catalyseurs, il faut que l'électrode elle-même soit catalytique, ou qu'on lui adjoigne des catalyseurs, qui soient moléculaires ou pas, ou solides, pour catalyser le transfert d'électrons à la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène. Et là aussi, même cahier des charges, c'est la question de la soutenabilité des matériaux, des électrodes, des catalyseurs, donc essayer d'éviter des métaux nobles. Alors si on regarde, mais là aussi un tour d'horizon extrêmement rapide, si on regarde la réalité aujourd'hui, dans cette recherche, vous voyez, là aussi, ce sont des résultats très très récents, enfin, qui montrent pour la première fois qu'on peut faire ça sans métaux nobles, sans platine, rhodium, ruthénium, etc. Et ça, c'est un travail, j'ai déjà cité Michael Grätzel de nombreuses fois, hein, c'est grand chimiste de l'EPFL. Voilà, donc c'est un système dans lequel, à nouveau, vous avez ici un panneau photovoltaïque. Évidemment, c'est un dispositif de laboratoire, hein. Un panneau photovoltaïque, ce sont des perovskites, hein, ce sont des semi-conducteurs qui sont très, très à la mode en ce moment. Et puis, vous avez des catalyseurs ici qui sont, vous voyez, des hydroxydes de nickel et de fer, donc il n'y a pas de platine, aussi bien pour la réduction de l'eau en hydrogène que pour l'oxydation de l'eau en oxygène. Voilà, ça c'est le type de système. Et vous voyez, c'est publié dans Science en 2014, et ce qu'annoncent des travaux comme ça, c'est des efficacités de 12%, c'est-à-dire que, vous voyez, là on est au-dessus du rendement photosynthétique naturel. Donc il y a 12% de l'énergie solaire qui est transformée en hydrogène. Je vous rappelle, hein, les plantes, c'est moins de 1%. Les micro-organismes photosynthétiques, comme les microalgues, par exemple, au mieux, c'est 4%. Donc, voilà. Bon, pour le moment, tout ça est fait à très petite échelle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est le couplage panneau photovoltaïque électrolyseur. Ensuite, il y a une autre stratégie, je l'ai discuté la dernière fois, c'est la stratégie cellule photoélectrochimique. Et là, on n'a pas de panneau photovoltaïque, mais il faut quand même des matériaux qui collectent l'énergie solaire, donc il faut des semi-conducteurs. Et donc vous avez, par exemple, une photoanode, elle est capable de fixer des photons, de piéger des photons, d'exciter les électrons du semi-conducteur qui est là-dessus, qui a également des propriétés catalytiques. Les trous, c'est-à-dire les sites d'où sont partis les électrons, qui de fait se trouvent en défaut d'électrons et donc sont très oxydants, sont capables d'oxyder l'eau en oxygène. Les électrons excités, donc dans la bande de conduction, partent vers une cathode ou une photocathode, hein, ce sont les deux cas, ou également, alors si c'est une photocathode, il faut une partie semi-conductrice, de préférence qui absorbe de façon complémentaire les photons, hein, sinon si tout est pris ici, il n'y aura plus rien pour la photocathode. Et
et sur la cathode ou la photocathode, il faut aussi des propriétés catalytiques, puisqu'à nouveau, on ne réduit pas de l'eau en hydrogène comme ça, il faut des catalyseurs. La raison pour laquelle il faut des photocathodes ici, c'est parce que dans beaucoup de cas, enfin je ne rentre pas dans le détail, j'ai déjà évoqué ça il y a plusieurs années, les matériaux semi-conducteurs ont des énergies des bandes de conduction qui ne sont pas suffisantes pour réduire les protons en hydrogène, et donc il faut que vous apportiez une énergie supplémentaire, il faut réexciter les électrons dans une photocathode. Voilà. Alors, le pionnier en quelque sorte de cette affaire-là, c'est Dan Nocera, qui est peut-être un de ceux qui a mis en avant la notion de feuille artificielle, artificial leaf, vous voyez, au milieu, enfin, à la fin des années 2010, enfin voilà, ici c'est un papier dans Science, et il montre ici, à nouveau, vous voyez la taille du dispositif, hein, c'est tout petit, on n'est pas à l'échelle industrielle, bien sûr, et bien une petite surface dans laquelle vous avez d'un côté un catalyseur à base de nickel, molybdène, zinc, donc là aussi avec l'effort d'éviter les métaux nobles, et de l'autre côté un catalyseur d'oxydation à base de cobalt. Alors ça c'est un catalyseur que Nocera avait mis en avant en 2008, je crois, qui fait de l'oxydation de l'eau, et évidemment interfacé par un semi-conducteur à base de silicium. Eh bien voilà, vous éclairez cette plaque et vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène, donc vous traduisez, vous convertissez, vous stockez l'énergie solaire sous la forme d'hydrogène. Il y a des gens, vous voyez, tout ça c'est des matériaux solides, il y a des gens qui s'amusent aussi à faire des cellules photoélectrochimiques avec des molécules, enfin, ou des combinaisons de molécules et de solides. Et vous voyez, ce sont aussi des résultats récents. Voilà un exemple où vous avez une cellule photoélectrochimique avec une photoanode ici, donc avec donc des... Alors, est-ce que c'est une photoanode? Oui, c'est une photoanode avec un colorant qui prend de la lumière, qui excite les électrons qui partent dans du TiO2, ça facilite la séparation de charge. Les électrons dans la bande de conduction de TiO2 partent dans l'électrode, et le trou qui a été créé ici permet, grâce à un catalyseur à base de ruthénium, alors là vous voyez que pour le moment, au niveau de l'oxydation de l'eau, sur les systèmes moléculaires, on n'a pas vraiment réussi à trouver un catalyseur avec métal non noble, et pour le moment, c'est vraiment les meilleurs sont des complexes de ruthénium. Il y a des gens qui essayent de faire des choses avec du manganèse, mais les meilleurs continuent à être du ruthénium et de l'iridium, et vous faites de l'oxydation de l'eau. De l'autre côté, alors les électrons qui arrivent ici partent sur la cathode, sauf que c'est une photocathode avec un semi-conducteur de type P, un oxyde de nickel, et là aussi vous éclairez, vous avez vous voyez un colorant aussi qui capte ces photons, et là le catalyseur pour la réduction c'est un complexe de cobalt. Voilà. Alors ce sont des systèmes qui ne sont pas très très simples, hein, parce que il faut de la synthèse, il faut de la fixation sur des particules, ici d'oxyde de nickel ou d'oxyde de titane. Voilà. Et les rendements ne sont pas exceptionnels. Voilà. Et maintenant, je vais parler, et jusqu'à la fin de cette heure, je vais parler d'un travail, enfin de cette démarche qui consiste à dire, est-ce qu'au lieu de prendre des matériaux solides ou des matériaux moléculaires ou des molécules, est-ce que je peux prendre des enzymes? Et donc, à nouveau, on va retomber sur quels sont les meilleurs systèmes enzymatiques. Quels sont les meilleurs systèmes enzymatiques qui font de l'oxydation de l'eau et de la réduction de l'hydrogène? Aujourd'hui, on le sait.
par tous les travaux qui ont été menés sur ces systèmes de stockage énergétique dans le vivant, on sait quels sont les meilleurs systèmes. Et ils sont représentés ici. C'est d'une part le photosystème 2. Dans la machinerie photosynthétique, c'est là que se fait, après la création d'un trou très oxydant par fixation d'un photon, l'oxydation de l'eau en oxygène. Je reviendrai très très rapidement comment ça se fait. J'ai déjà aussi raconté en détail les mécanismes de cela. Vous pouvez trouver ça sur le site web du collège avec les cours des années passées. Et les électrons qui sont excités parcourent un chemin complexe à travers différents médiateurs de transfert d'électrons. Ils perdent de l'énergie, ils doivent être réexcités, et c'est pour ça qu'il y a un deuxième photosystème. Et ces électrons, enfin, normalement, en situation normale, servent à aller fixer le dioxyde de carbone pour faire, toujours pareil, sa réduction d'une certaine façon en biomasse. Donc, si on veut oxyder de l'eau et qu'on veut le faire avec une enzyme, évidemment, on pense au photosystème 2. Cela dit, vous allez voir, c'est d'une très très grande complexité, ce système. Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser sur une électrode? Et puis, dans certaines conditions, il y a des électrons qui partent vers une enzyme dont j'ai aussi pas mal parlé dans le passé, qui s'appelle l'hydrogénase. Et cette hydrogénase est un catalyseur merveilleux pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène, des protons en hydrogène. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire des bioélectrodes avec du photosystème 2 pour l'oxydation de l'eau et avec de l'hydrogénase? Dans le système naturel, à nouveau, vous noterez que les rendements sont très faibles. Et évidemment, lorsqu'on va vouloir coupler, ce qu'on veut faire finalement, c'est se débarrasser de tout ça, garder le photosystème 2 sur une électrode et avoir l'hydrogénase sur une deuxième électrode. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Et il y a très très peu de temps que les gens se sont intéressés à cette problématique. L'idée, c'est en effet que les électrons excités, ici, un photon, une séparation de charge, un trou pour oxyder, enfin 4 fois le trou pour oxyder l'eau, des électrons. Si on peut éviter de faire tout ça et envoyer les électrons directement à l'hydrogénase, eh bien, on peut peut-être nettement améliorer les rendements. C'est assez marrant parce qu'en 2012, j'ai déjà cité ce papier de The Nonsense of Biofuels la dernière fois. Donc Hartmut Michel, qui est un prix Nobel, avait dans ce papier critiqué la démarche biocarburant. Et dans ce papier, il dit la chose suivante. La production de biohydrogène qui utilise actuellement des hydrogénases connectées au photosystème 1, comme dans le système naturel, ne pourra être compétitif par rapport à des cellules photovoltaïques suivies d'une électrolyse que si le photosystème 2 peut être manipulé pour produire de l'hydrogène directement, soit lui-même, tout seul, soit à travers un médiateur de transfert d'électrons, un accepteur d'électrons. Et la production d'hydrogène par le photosystème 2 réduirait le nombre de photons qui sont nécessaires de plus de 50%. Voilà. However, cependant, cette manipulation de la protéine semble apparaître comme un objectif insurmontable. Voilà. Et pourtant, je vais parler de ça. Je vais parler d'un système qui couple le photosystème 2 à l'hydrogénase, un système très simple, une photoanode et une cathode.
et donc là, on peut parler de photosynthèse semi-biologique. Ce n'est pas de la photosynthèse bio-inspirée, parce que la photosynthèse que j'appelle bio-inspirée, c'est avec des matériaux ou des molécules. Ce n'est pas de la photosynthèse biologique, parce que vous voyez, il y a quand même des matériaux, il y a des électrodes, il y a des fils, etc. Mais néanmoins, c'est un truc intermédiaire avec des enzymes et des dispositifs faits par l'homme. Et l'idée, évidemment, de cette photosynthèse semi-biologique, c'est d'avoir des catalyseurs efficaces. Et effectivement, ces enzymes qui sont le fruit de milliards d'années d'évolution sont effectivement très, très, très impressionnants du point de vue de leur activité. Et on peut tenter par cela, c'est un peu présomptueux, mais c'est l'idée, éliminer les sources d'inefficacité qu'on retrouve dans le système vivant. Voilà. Alors, comment on peut faire pour évidemment améliorer les choses en utilisant une électrode? Alors, on comprend que ça soit un enjeu, hein, parce que vous voyez, cet ensemble-là, qui est le photosystème 2, est d'une très très grande complexité, de multiples protéines, de multiples cofacteurs. Cela dit, on peut l'isoler et on peut avoir dans un tube à essai du photosystème 2. Quand on regarde le mécanisme, eh bien, vous voyez ici que vous avez les centres qui sont les photosensibilisateurs moléculaires. Donc ce sont des chlorophylles, des phéophytines, il y a des carotènes, il y a tout un tas de choses, mais ce sont des chlorophylles ici qui prennent les photons, font de la séparation de charge à nouveau, et les électrons s'en vont ici jusqu'à une première quinone QA, puis une seconde quinone QB. Pour le moment, on s'arrête là. Et puis de l'autre côté, vous avez des trous et vous avez ce fameux pour les gens qui s'intéressent à ça, ce merveilleux catalyseur à base de manganèse et de calcium que la nature, que les organismes vivants ont choisi pour faire cette réaction compliquée qui est d'oxyder de l'eau en oxygène. Et en général, le système naturel, quand l'électron est sur cette quinone, eh bien, il s'en va à travers toute la chaîne de transfert d'électrons qui doit l'amener jusqu'au photosystème 1. Voilà, et donc, c'est cette séparation de charge, évidemment, qui est exploitée ensuite. Donc l'idée, c'est, si on veut faire autrement, ça serait, et c'est ça qui a été imaginé, de récupérer les électrons au plus près, donc au niveau de la quinone QB. Si on pouvait, vous imaginez bien sûr que, et on va le montrer, qu'au cours de ce chemin-là, l'énergie est perdue, l'électron perd de l'énergie. Donc, on se dit qu'on peut essayer de récupérer les électrons au niveau de QB, mais si on pouvait les récupérer avant, ça serait encore mieux, parce qu'on aurait beaucoup plus d'énergie. C'est ce qu'on voit ici, et voilà, c'est à peu près, je crois que la première fois qu'un photosystème 2 a été couplé à un semi-conducteur, c'est cet article-là, vous voyez, c'est récent, 2014. Donc il y a eu un dépôt, voilà, ça représente le photosystème. Il est déposé sur une surface de semi-conducteur. Voilà le schéma. Le pigment, le photosensibilisateur, la chlorophylle qui est excitée par un photon, envoie un électron ici. Le trou est comblé par une tyrosine et comblé par le complexe de manganèse-calcium qui s'oxyde, et c'est là que se fait l'oxydation. Et les électrons qui sont excités ici, à nouveau, perdent de l'énergie en allant jusqu'à QB.
Et l'idée, dans ce travail-là, c'est de rajouter alors, ce qubit a une certaine énergie, l'électron qui est ici, et le semi-conducteur ici, c'est l'équivalent du photosystème 1 naturel. Hein, il n'y a pas de photosystème 1 là. Donc c'est un semi-conducteur, donc il est aussi excité, et donc vous créez un trou ici, un électron là. C'est cet électron qui est ici qui va réduire les protons en hydrogène, hein, qui est à ce niveau d'énergie, et le trou qui est ici, qui est comblé par le transfert d'électrons. Alors dans ce travail-là, ils ont eu besoin, et vous allez le voir, d'un médiateur d'électrons. C'est-à-dire que QB, ici, transfère pas très bien les électrons vers le trou. Il faut un médiateur électronique, et ici, c'est un complexe de fer, c'est du ferricyanure. Voilà. Alors, dans ce travail-là, ils ont essayé différents catalyseurs et semi-conducteurs. Juste vous montrer. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle des quantum dots, hein, c'est des choses assez classiques, c'est des sulfures de cadmium. Il y a un catalyseur à base de ruthénium qui a été photodéposé là-dessus. Et ce que vous voyez, c'est que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire, en vert, vous avez le photosystème 2. Donc, on voit les endroits où vous avez le photosystème 2. Et en fait, quand vous avez ce semi-conducteur, vous voyez, ça crée des... Enfin, comme ce matériau est hydrophobe et que le photosystème 2 est plutôt hydrophile, il n'y a pas de bonne association entre le semi-conducteur et le photosystème 2. Par contre, si vous utilisez, et c'est ça qu'ils ont trouvé, un semi-conducteur à base de strontium et d'oxyde de titane dopé au rhodium et sur lequel vous déposez du ruthénium comme co-catalyseur, là, vous voyez, il y a une bonne homogénéité, c'est-à-dire que vous avez vraiment le photosystème 2 accroché à la surface du semi-conducteur. Et ça se voit aussi dans les performances. Donc il y a un effet de pH, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, celui-là, il est pas très bon avec le sulfure de cadmium. Même si à pH 6, on voit bien qu'il y a de l'activité, mais les valeurs ici sont plus faibles que là. Donc si vous retenez ce système-là, donc ils ont réussi donc, à mettre du photosystème 2 à la surface d'un semi-conducteur activé par un co-catalyseur et à différents pH, donc ils produisent de l'hydrogène et de l'oxygène simplement en éclairant. Voilà, ici il y a des activités, donc on retrouve que les meilleures activités ici sont voilà, à pH 6 avec du photosystème 2 et avec ce kata, avec ce semi-conducteur ici, vous voyez, ce sont des activités qui sont beaucoup plus faibles. Donc voilà, c'est un premier travail qui montre qu'on peut associer un photosystème 2 à des semi-conducteurs. Alors, je vais finir par décrire maintenant, et je vais terminer là-dessus, je trouve un magnifique travail qui a été fait par Erwin Reissner, qui est vraiment un pionnier là-dedans, qui est à Cambridge, et qui a travaillé aussi bien sur la question de la connexion entre... qui a essayé de faire vraiment cette pile dont je parlais, c'est-à-dire photosystème 2 hydrogénase, parce que pour le moment, je n'ai pas parlé d'hydrogénase, j'ai simplement montré qu'on pouvait mettre un photosystème 2 sur un semi-conducteur, mais qui a travaillé donc sur cette combinaison, qui a essayé de faire une cellule photoélectrochimique semi-biologique, une photosynthèse semi-biologique, mais qui en cours de route et assez rapidement a travaillé sur une question qui est centrale lorsqu'on veut utiliser des enzymes, c'est la question, c'est comment on dépose des enzymes sur des surfaces et comment on en dépose le maximum, donc comment on travaille la surface pour qu'elle soit adaptée à la fixation des enzymes. Et ça, c'est évidemment une question centrale des gens qui travaillent sur les bioélectrodes, et j'imagine qu'Elisabeth va nous parler aussi de ça, et elle a d'autres façons de nanostructurer les électrodes. Alors, voilà ce qu'a fait Erwin Reissner. Il a d'abord travaillé sur sur une électrode. Évidemment, il faut que l'électrode soit transparente, là, puisque vous voulez éclairer. Une électrode transparente, donc c'est un oxyde, c'est un oxyde d'indium et d'étain mixte, c'est un oxyde conducteur. Et
qui a des propriétés assez hydrophiles. Et donc l'idée, c'est de nanostructurer cette électrode. Et pour y déposer donc des enzymes. Et le système classique dans lequel il travaille, vous voyez, vous avez une source de lumière, vous avez une électrode qui est modifiée avec le photosystème 2. Il commence par le photosystème 2, donc je vais commencer par parler du photosystème 2, et puis donc je vais parler d'une biophotoanode, et je parlerai de la biophotocathode tout à l'heure. Et donc, quand vous travaillez sur un compartiment, la façon dont vous faites d'habitude, c'est que vous travaillez sur une électrode de platine pour l'autre. Donc vous ne vous préoccupez pas au début vous ne vous compliquez pas la vie avec une deuxième électrode compliquée. Évidemment, une électrode de référence. Et ici, vous voyez l'absorption, le spectre d'absorption du photosystème 2, et vous avez ici, vous pouvez éclairer avec une lumière rouge à 679 nanomètres, c'est l'absorption d'une chlorophylle, et c'est là que vous allez éclairer. Vous voyez, je parle là aussi de résultats très très récents. Et Erwin Reisner a travaillé sur des méthodes de fixation d'enzymes à la surface. Vous voyez, une enzyme, c'est soit dans une membrane, soit c'est dans une solution cellulaire, mais ce n'est pas fait pour s'accrocher sur une surface. Donc là, il y a vraiment un enjeu technologique important. Il s'avère que ce photosystème 2 est très complexe, mais il est polarisé. Et donc, vous pouvez utiliser cette notion-là pour le fixer sur des surfaces. Donc là, ce qui est fait, vous voyez, c'est sur une surface de cet oxyde, vous accrochez, alors c'est souvent ce groupe phosphonate, non, là, ici, c'est phosphate, non, c'est phosphonate qui s'accroche à la surface des oxydes. Et ici, il y a une queue carboxylate, et c'est fait exprès parce que, à cause de ce dipôle, vous allez avoir la bonne orientation du photosystème 2 qui va s'orienter de cette façon-là. Vous voyez ici, cette représentation nous rappelle la structure aux rayons X du photosystème 2, et donc vous fixez par interaction électrostatique. Et si vous voulez rendre ça irréversible, avec un agent de couplage, vous pouvez réussir à créer un lien covalent. Donc là, l'enzyme est fortement accrochée à la surface. Et en faisant cela, donc ces étapes-là sont les mêmes. Et en ajoutant ici, vous voyez une quinone qui est un médiateur de transfert d'électrons. Sans lumière, pas de courant, vous rajoutez de la lumière. Ah non, pardon, sans PS2, il n'y a pas de courant. Avec PS2, quand vous rajoutez de la lumière, hop, vous créez un courant, vous éteignez, et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et comme vous le voyez, le courant, quand il y a juste du photosystème 2, est assez faible, et si vous rajoutez un médiateur d'électrons, vous avez un courant beaucoup plus élevé. Donc ceci vous montre que le transfert d'électrons direct, DET, c'est Direct Electron Transfer, le transfert d'électrons direct est minoritaire par rapport au transfert d'électrons associé à un médiateur de transfert d'électrons, ce qui est représenté aussi ici. Vous noterez, et ça c'est très très important, on en rediscutera à la fin, il ne suffit pas d'éclairer là. Vous allez voir qu'on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un bias, un biais électrochimique, c'est-à-dire vous êtes obligé de rajouter une tension de 0,5 volts, sinon vous ne faites pas la réaction. En gros, pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène, j'ai oublié de le mentionner, mais il faut donner 1,23 volts. Donc si vous faites de l'électrolyse, il faut au moins donner 1,23 volts. En général, c'est 2 volts à cause des surtensions qu'il y a sur les électrodes.
Ici, vous voyez, on a de la décomposition de l'eau avec 0,5 volts. Donc ça veut dire que la lumière a apporté quelque chose, mais n'a pas apporté 1,23 volts. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous montrer la différence entre transfert d'électrons comment dire, avec un médiateur et direct. Vous voyez ici, vous avez un facteur 10. Hein. Le transfert d'électrons direct n'est que de 10%. Donc, vous voyez que même si on a accroché l'enzyme à la surface, on n'a pas résolu le problème parce qu'il faut en plus un médiateur de transfert d'électrons. Donc, voilà, je crois que je trouvais intéressant de vous raconter toute cette histoire pour vous montrer comment on avance sur des recherches qui sont vraiment aux frontières de la connaissance, mais ça permet de comprendre des choses très très fondamentales sur les relations surface-enzyme, sur les transferts d'électrons, voilà. Alors après, Erwin Reissner a travaillé sur plein de façons d'assurer le contact avec l'électrode. Ici, vous retrouvez ici vous retrouvez ce que j'ai raconté, hein, interaction électrostatique et puis couplage covalent. Vous pouvez aussi, voyez, sur des surfaces conductrices d'or, mettre des complexes de nickel qui ont la bonne idée d'être très bons pour fixer des chaînes latérales imidazole, donc d'histidine. Donc vous pouvez créer un lien de coordination entre le photosystème 2 si vous avez les histidines qui sont bien disposées à la surface pour aller fixer le nickel, et donc vous avez un lien assez fort. Et puis vous pouvez... donc ça, c'est les fameux carboxylates que j'indiquais, mais vous pouvez déposer des polymères. Hein, immobilisation. On peut fixer donc, le PS2 dans un polymère redox. Alors, ces polymères redox, ça peut être des polymères à base de méthylviologène, ou à partir de complexes d'osmium, vous voyez, ce sont des polymères, ou des polyquinones. Bon, donc il y a tout un tas de matériaux qui peuvent permettre d'accrocher le système enzymatique et en même temps d'assurer une conduction électrique. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même de la très belle chimie, c'est très complexe, et tout ça mérite d'être étudié pour optimiser cette fameuse interaction entre une enzyme et une surface. Voilà, c'est toujours ça l'objectif. Et là, très très rapidement, il faut faire l'autre partie. On a montré qu'on pouvait faire une photo anode, qu'on éclairait, que ça faisait des photos courants, que sur les 1,23 volts, on gagnait 700 millivolts. 1,23 moins 0,5, ça fait à peu près 0,7. Donc il y a 700 millivolts qui étaient donnés par l'énergie solaire. Il fallait rajouter 500 millivolts, mais bon, c'est déjà ça. Et bien maintenant, il faut construire la deuxième partie. Et donc là, ce qu'on veut, c'est mettre une enzyme qui est particulièrement douée pour faire de la réduction des protons en hydrogène, et ce sont les hydrogénases. J'en ai dans le passé aussi beaucoup parlé, je pense qu'Elisabeth va en parler, mais simplement vous rappeler que ce sont des systèmes enzymes complexes. Ici, il y a deux familles qu'on appelle nickel-fer ou fer-fer. La dénomination de ces enzymes est liée à la nature de leur site actif, là où se fait la réaction d'interconversion entre protons et hydrogène, sans surtension, avec des très très grandes efficacités. Vous voyez, ça fait 9000 cycles catalytiques par seconde. Nickel-fer, parce qu'effectivement, dans le site actif, ici, vous avez un atome de nickel et un atome de fer. Je ne rentre pas dans le détail de la structure de ces sites actifs, c'est inutile pour la suite de mon exposé. Et puis vous avez la deuxième famille, et ça s'appelle fer-fer, parce qu'au lieu d'avoir nickel et fer, vous avez deux atomes de fer. Voilà. Alors, il s'avère que c'est à peu près dans les années 2000, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, que... est-ce qu'on peut dire que c'est Fraser Armstrong qui a... Oui, le premier ? Qui a mis les hydrogénases sur des électrodes? Les tout premiers sont les Russes. Ah bon. Oui, c'est vrai, les Russes. Bon. Alors, c'est Armstrong qui a le mieux vendu son travail. C'est 2002.
où il dépose une hydrogénase sur une électrode et il s'aperçoit que sans rien faire, d'une certaine façon, juste en mettant une goutte et en séchant peut-être de façon contrôlée, eh bien, le contact entre le site actif et la surface de l'électrode est assuré. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais pardon. Je ne l'ai pas mentionné, mais en plus du site actif, vous voyez, il y a des atomes ici qui sont mis en perspective. Ce sont des clusters fer-soufre, ce sont des ions métalliques qui assurent le contact électrique entre la surface et le site actif. Vous voyez, les électrons circulent comme ça ou comme ça en fonction du sens de la réaction. Pareil ici. Donc, et ça tombe bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces molécules-là se disposent à la surface d'un solide de telle sorte que ces clusters-là qui sont en surface sont proches de l'électrode. Et donc le transfert électronique peut passer directement. Alors c'est une chance. Contrairement au photosystème 2, le transfert direct ici a l'air de se passer correctement. Et donc, il montre je prends ce papier-là, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais dans ce papier qu'en effet, lorsque vous déposez une hydrogénase sur une électrode, eh bien, il se comporte comme du platine. Ce catalyseur se dépose comme une platine. Voilà, c'est le platine du vivant. Et donc, on peut, à partir de là, imaginer de faire des électrodes avec des hydrogénases. Ensuite, il y a des gens qui ont fait des cellules. Ici, c'est Tom Moore qui a mis des hydrogénases sur des surfaces pour faire des cellules photoélectrochimiques. Et je vais parler de ce système enzymatique dont je n'avais pas parlé auparavant. C'est un sous-ensemble des enzymes nickel-fer. C'est son nickel-fer-sélénium parce que Erwin Reissner a beaucoup travaillé avec ce système-là. C'est une hydrogénase un peu particulière dans le sens où, dans le site actif, alors à nouveau, voilà la protéine. Dans le site actif, vous avez, je n'en dirai pas plus et je ne ferai pas de commentaires pour expliquer qu'est-ce qu'apporte cet acide aminé, mais c'est une sélénocystéine ici qui est ligand. Donc vous avez un atome de sélénium qui confère à cette protéine un certain nombre de propriétés intéressantes. C'est un bon producteur d'hydrogène, c'est un très bon catalyseur pour la production d'hydrogène. C'est plutôt assez résistant à l'oxygène et ce n'est pas inhibé par l'hydrogène. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui ont poussé les gens qui voulaient faire une électrode à hydrogène, à hydrogénase, à choisir cette protéine. Ici, je voulais vous montrer qu'en effet, à proximité de ce cluster 4 fer 4 soufre qui est en surface de la protéine et qui est l'entrée des électrons pour aller jusqu'au site actif ou la sortie des électrons quand ils viennent du site actif, c'est une structure Orion-X qui a été obtenue par Juan Fontecilla à Grenoble. Eh bien, quand vous regardez l'environnement de ce cluster 4 fer 4 soufre là en surface, eh bien, vous observez qu'il est rempli d'aspartate, de glutamate, donc de carboxylate. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi ces carboxylates qui aiment bien se mettre à la surface des oxydes métalliques favorisent l'interaction entre l'enzyme et la surface et le transfert d'électrons directs. Il s'avère que cette enzyme a été dans le passé, pas très vieux, vous voyez, je cite un premier travail en 2009, et puis là, 2013, vous voyez, 2014, dans des très très bons journaux de chimie. Donc, je vais passer rapidement. Ces enzymes ont été associées à des photosensibilisateurs moléculaires organiques, avec un donneur d'électrons, et on a pu montrer qu'en effet, on pouvait produire de l'hydrogène avec un photosensibilisateur. Cette enzyme a été associée à des semi-conducteurs. Voilà, ces systèmes carbone-azote, nitrure de carbone, qui sont très à la mode aussi. Ces systèmes avec un photosensibilisateur inorganique maintenant, mais associé à un oxyde de titane pour favoriser la séparation de charge. Donc, il y a eu plein de combinaisons qui ont montré qu'en effet, on pouvait associer, dans un système très simple, des hydrogénases avec des photosensibilisateurs ou des composés semi-conducteurs. C'est représenté ici, là, je crois que c'est la même chose que ce que je vous ai raconté. Vous éclairez votre
votre photosensibilisateur ou votre semi-conducteur, des électrons excités, ils partent dans le cas de fer 4 soufre qui est en surface, ici, et les électrons sont envoyés dans le site actif nickel-fer où se fait la réduction des protons en hydrogène. Et chaque fois, les électrons excités vont dans le cas de fer 4 soufre qu'on appelle distal, qui est celui ici en surface. Voilà, donc tout ça a été possible et ensuite, eh bien, il s'agit de faire cette fameuse pile, et je termine là-dessus. D'une part, une photoanode avec le photosystème 2 et une photocathode avec l'hydrogénase. Alors, ce qu'a fait Erwin Reisner, vous voyez, c'est publié en 2015, c'est qu'il a travaillé sur la nanostructuration de la surface du conducteur, incolore, bien sûr, transparent, et il a réussi à mettre au point une surface à structure hiérarchisée d'une certaine façon, avec d'une part un premier niveau qui sont des macropores et ensuite des mésopores. Les macropores, on le verra tout à l'heure, permettent à l'intérieur du matériau des circulations de substrats, de produits, d'enzymes, etc. Et les mésopores permettent de fixer, vous voyez, c'est ça qui est en rouge, des molécules d'enzymes. Et vous comprenez bien qu'on en fixe beaucoup plus par unité de surface dans une structure comme ça que si c'était plat, hein, bien sûr. Donc c'est extrêmement important de pouvoir fixer le maximum d'enzymes sur une surface, et la façon de faire ça, c'est de créer des pores, et c'est ce qu'a fait Reisner. Et en gros, bon, voilà ce qu'il fait, c'est-à-dire que donc vous voyez, grâce aux macropores qui font 750 nanomètres, 700 nanomètres de diamètre, vous avez toute la circulation des objets. Et les mésopores, vous créez une surface spécifique qui est extrêmement importante, c'est de l'ordre de 50 nanomètres, et qui facilite la fixation des enzymes. Et en gros, vous faites ça comme ça, vous avez une solution dans laquelle vous avez des billes de polystyrène dans un solvant. Vous voyez, c'est méthanol eau. Vous faites évaporer les solvants, les billes de polystyrène s'accumulent, et puis vous chauffez, et ça vous fait les fameux pores. Vous voyez, c'est des travaux de 2015. Voilà. Et quand il a fait ça, eh bien, il avait un matériau sur lequel il pouvait déposer des quantités de photosystèmes tout à fait impressionnants. Avant ce travail-là, il y avait quelque chose comme moins de 100 picomoles de photosystèmes par centimètre carré. Grâce à ce type de matériau, il atteint 1000. Et l'enjeu, c'est évidemment d'en mettre le plus possible pour évidemment avoir les plus grandes efficacités. Et là, vous voyez, donc, bon, c'est simplement que plus le film est épais, plus il peut accrocher de photosystèmes. Évidemment, plus le film est épais et plus il a d'activité. Il lui faut un médiateur, c'est une quinone, il lui faut toujours un médiateur de transfert d'électrons. Donc, le problème du transfert d'électrons direct versus indirect n'est pas totalement résolu avec ça. Voilà, donc il a des rendements quantiques de l'ordre de 20%, il a des vitesses intéressantes, 4000 tonnes en une heure, il a des rendements faradiques intéressants, voilà. C'est ce qu'il réalise en 2015. Et puis, il fait la même chose avec l'hydrogénase. Il peut fixer l'hydrogénase donc, sur le même matériau. L'hydrogénase se comporte très très bien. Vous voyez ici un système parfaitement réversible. C'est un système, lorsque vous le mettez au potentiel négatif, il fait de l'hydrogène, au potentiel positif par rapport évidemment au potentiel redox du système, il fait de l'oxydation de l'hydrogène, il se comporte très bien. Vous voyez que quand on met sous azote, on n'a que de la réduction des protons et on n'a pas d'oxydation d'hydrogène puisqu'il n'y a pas d'hydrogène. Et quand on fait de l'électrolyse, eh bien, on voit que c'est cette électrode, il n'y a pas de lumière hein, pour le moment, cette électrode fonctionne bien avec un courant stable, avec des rendements faradiques qui sont très bons.
Voilà. Et enfin, eh bien, il met tout ensemble. Il met tout ensemble. Il associe cette fameuse surface sur laquelle il a déposé de l'hydrogénase, la même surface sur laquelle il a déposé du photosystème 2. Et vous voyez, il faut que la lumière donne les 1,23 volts. En réalité, comme vous le voyez ici, il faut rajouter 0,6 volts. Donc, voilà, c'est à peu près 0,6 volts que la lumière fournit en énergie. Il faut toujours rajouter 0,6 volts. Vous voyez, donc, si vous n'appliquez pas une tension de 0,6 volts, vous n'avez pas de courant. Il faut taper au-dessus de 0,6 volts. Et là, évidemment, plus vous aidez le système et plus vous avez de courant. Et donc, vous avez un excellent rendement faradique en oxygène et en hydrogène. Donc, vous éclairez cette cellule, lumière rouge, hein, toujours dans l'absorption de la chlorophylle. Ici, c'est une cathode et pas une photocathode. Hein. Les électrons excités par le photosystème 2 vont sur l'hydrogénase et vous produisez de l'hydrogène. On a bien le rapport 2,1 hydrogène-oxygène. Et vous voyez qu'on a un rendement quantique de 24% et on a une efficacité de 5,4%. Alors, vous voyez qu'avec 5%, on est au-dessus du photosystème naturel. Tout à l'heure, j'avais dit on peut essayer avec un système comme ça de diminuer les sources d'inefficacité du système, des pertes d'énergie, etc. Alors, dans la plante, hein, j'ai dit c'est rendement de l'ordre de 1%. Ici, on arrive à 5%. Alors, vous voyez, on n'est pas encore à 80%. Et donc, donc, il y a encore du travail, mais néanmoins, je dirais que c'est le premier, vous voyez, ça, je parle donc de travaux de 2015, c'est le premier système de photosynthèse semi-biologique qui a pu être obtenu grâce à un nouveau matériau d'électrode, hein, cette organisation nanostructurée hiérarchisée, une bonne efficacité et voilà, c'est une photodécomposition de l'eau uniquement avec des systèmes enzymatiques. C'est un exemple de comment on peut aller vers des systèmes, enfin, des approches biotechnologiques pour faire des piles, des cellules photoélectrochimiques à base d'enzymes, et on va continuer avec Elisabeth sur cette notion-là. Alors, il faut rajouter 0,6 volts. Et comment diminuer ça? Parce que c'est de la perte hein, d'énergie. Il faudrait qu'on ait un système qui soit capable de fonctionner sans rajouter ou en rajoutant le minimum d'énergie. Alors voilà quelques approches qui sont en cours de développement dans son laboratoire. C'est, vous voyez ici, quand vous excitez l'électron et puis vous perdez son énergie jusqu'à QB. Quand vous raisonnez sur un diagramme comme ça, ben vous vous dites le niveau du médiateur, là, plus il sera élevé et mieux ça sera. Parce qu'ici, on perd de l'énergie en utilisant un médiateur de transfert d'électrons. Donc une première chose, c'est de prendre un médiateur redox avec un potentiel redox plus négatif, qui se rapproche de QB. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être... Donc on va gagner de l'énergie. Vous pouvez aussi récupérer les électrons plus en amont. QA, bon, on gagne un peu. Est-ce qu'on peut récupérer plus haut? Alors ça, c'est un peu difficile parce que les photosensibilisateurs moléculaires sont quand même très enfouis au sein de la protéine, donc ce n'est pas si accessible que ça. Bon. Et puis, vous pouvez aussi, ça c'est assez classique, plutôt que de rajouter du courant électrique, vous fournissez ce courant avec un composant photovoltaïque, évidemment avec un élément, un semi-conducteur qui capte le spectre solaire qui n'a pas été pris, enfin la partie du spectre solaire qui n'a pas été pris par le PS2. Voilà, donc
ce sont des recherches qui se font actuellement avec des systèmes complexes. Je ne peux pas vous dire si un jour ce seront des systèmes qui seront utilisés à grande échelle. Néanmoins, sur les hydrogénases, on va entendre, je crois que sur les hydrogénases, c'est beaucoup plus avancé, il y a énormément de travaux intéressants. J'en termine là. Je vous remercie pour votre attention et je vais donc passer la parole à Elisabeth Lojoux. On va continuer, on va voir comment les spécialistes de bioélectrochimie travaillent sur ces systèmes enzymatiques et en particulier sur les hydrogénases qui sont le travail, vous avez vu, le travail sur les hydrogénases, je l'ai situé au début des années 2000. C'est donc plus ancien que les travaux sur le photosystème 2 qui ont démarré beaucoup plus récemment. Donc on a beaucoup plus de recul sur comment faire une biocathode avec des hydrogénases, et c'est ce que va nous raconter Elisabeth. Donc je l'ai dit, elle développe sa recherche dans une équipe à Marseille, donc au laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines. Et Elisabeth est vraiment une des chercheuses très en avant sur la question de la construction de ces électrodes. Et voilà, je suis très content de l'avoir ici aujourd'hui pour illustrer cet aspect-là qui est vraiment un problème intéressant de mon point de vue. Voilà. Merci Elisabeth. Merci.